Bonjour, bonjour, bon réveil et merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes ravis de vous recevoir en ce 12 décembre au studio 7 de Canal Algérie. Bien sûr, je salue toute l'équipe qui m'accompagne ce matin et je vous souhaite de passer La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. et Mahan Nasna la météo de ce matin. Oui, exact. Alors, que nous disent les cartes ce matin? Ça va? Eh bien, c'est l'amélioration, Oui. progressivement, D'accord. vers le centre et l'est, Inch'Allah. Très bien, ça s'améliore et puis les pluies vont revenir. Hein. Elles vont revenir Certainement. mercredi, Inch'Allah. Ça y est, on est entré de plein pied Ouais, j'espère, dans la hein. saison hivernale, Oui, hein, on oui. peut le dire. On va le dire, oui. Voilà. J'espère. Alors, quelles On sont va les rester. nouvelles du ciel ce matin? Bonjour Nadia S'il et vous plaît, bonjour à merci. tous. Alors pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies durant cette matinée sur le centre et l'est du pays, puis une amélioration progressive durant cette journée sur le centre et l'est. Par contre, l'ouest, eh bien, on aura aussi des passages nuageux avec de la brume matinale sur les hauts plateaux de l'ouest, puis le temps restera passagèrement nuageux et à noter des vents assez forts près des côtes ouest qui peuvent atteindre les 60 km/h. La moitié sud, le ciel restera passagèrement nuageux également vers le Nord Sahara et les Oasis, puis le ciel deviendra dégagé tout au long de la journée. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer. Le mercure, quant à lui, affichera des températures hors saison par endroit, avec toutefois un minimum de 15 degrés à Al-Bayr de Djelfa, 16 Sétif, 19 à Batna, 21 degrés
Tizi Ouzou également à Naba, 23 à Alger, 24 à Oran, 26 le maximum du côté de Tlemcen. Au sud, 20 degrés à Biskra, 24 Béchar Gardaya, 29 à Elizi, 26 à Tamanrasset, 27 à Janet, 30 degrés Tindouf, Adrar, Insalah et enfin le maximum cette fois-ci à Borj Bedji Moukhtar avec 33 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes centre et est, mais très agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 70 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-ouest à 50 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur ouest et de 30 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et bien sûr, en termes de bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h32. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Amel et excellente journée à vous aussi. Excellente Je journée. vous souhaite de passer d'agréables moments. Inch'Allah, merci. Voilà, je souhaite aussi d'agréables moments à tous ceux qui nous suivent ce matin. J'espère que vous apprécierez ce moment passé avec nous. Et bien sûr, nous avons toujours coutume de vous recevoir en musique et on ne va pas déroger à cette tradition puisque tout de suite, on va vous décrire l'Algérie à travers un groupe qui vient du sud et qui chante Blédizina. أساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتاز بالزين جودة وأصالة يا متروين جرانا دمائنا ويخدمينا جفت قنائي جنت انت سكالين برها الناس الزغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل ما اتجاه الهمة تصندس فيهن جنت جدي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء من النخيل مطافس فالسنة يلا بيتلام تنريموها بتنوانتي سيستولام جنات انت سكالين برهنت الزغمانين جنات انت سكالين درهنت الزغمانين الذي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا نكنك وتننا تسنز انا راه من الطاف سفوسيا نمدا اتجانت ديننا انت دغن وانا الطافس العاجنك صوتا سينجا جانتك اننا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكن سافلا سنار دفي وتداوم مستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تزارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لعنيني وديان اسوار ومسند سنار دفة وتداوم
بستان منك تسري وفاك للي وصار هاني مغارة انت الياطة. Et voilà, nous avons été ravis encore une fois de réécouter cette belle chanson des interprètes qui nous viennent de Janet du Grand Tassili, justement une région qui nous vraiment qui attire justement les touristes de tous bords, qui attire aussi les artistes de tous bords. Et en parlant justement d'artistes, l'un d'eux a été fasciné un jour par la beauté et aussi le soleil et la lumière d'une région qui s'appelle Boussaada. Il n'était pas le seul d'ailleurs, mais on va surtout focaliser sur une pointure de l'art belge aujourd'hui. Il s'agit d'Edouard Verschaffelt. Et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'en parler avec la galeriste Amel Mihoub qui vient de me retrouver ce matin. Bonjour. Bonjour Nadia. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Ravie de vous recevoir ce matin. Merci pour l'invitation. La galerie Le Pan, mais aujourd'hui vous sortez des Cimaises du Pan pour nous présenter une exposition. Donc là aujourd'hui je suis commissaire de cet événement, donc étant Amel Mihoub, donc en fait l'ambassade de Belgique en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts rend hommage à un grand artiste belge qui a vécu en Algérie. Il a un grand attachement à l'Algérie justement et à travers cette exposition que nous allons découvrir. C'est vrai que le public algérien ou les Algériens de manière générale connaît plus Étienne Diné, donc pour avoir occupé justement. Sachant qu'ils étaient à la même période justement. C'est un contemporain. Exactement, donc c'est à la même période où Diné existait à Boussaada, Edouard Verschaffelt aussi. Ils ont un peu la même histoire parce que tous les deux ils ont épousé des Algériennes, de la tribu de Sidi Naïl. Par exemple l'artiste Edouard Verschaffelt c'est de la tribu Sidi Brahim. Et puis, mais leur travail, il est complètement différent, le travail artistique. Absolument, voilà. Absolument. C'est ce que vous avez tenu à montrer au public aujourd'hui. Donc, ça se passe au Palais de la Culture et c'est vrai que c'est bien. Voilà, Étienne Diné quelque part a éclipsé les autres artistes qui sont pourtant bien présents dans les musées algériens. Que ce soit dans les musées algériens, que ce soit dans les Cimaises aussi de musées à l'international. Par exemple, Edouard Verschaffelt, on le retrouve dans plusieurs musées à l'extérieur, enfin à l'étranger, et puis dans toutes les ventes aux enchères et tout. Donc c'est un artiste qui est assez coté. Absolument, mais c'est aussi surtout un artiste qui a mis en valeur tout un pan de notre patrimoine et de notre tradition. C'est ce qui est intéressant dans son travail. Donc c'est des témoignages de notre époque, de la période où il vivait à Boussaada. Donc ce qui est intéressant, parce que par exemple il est dans ses tableaux, les fileuses et tout. Donc ça c'est un patrimoine à nous à conserver par rapport au tapis de Boussaada et tout. Donc lui, dans ses tableaux, on a ces scènes de vie là. Des scènes de vie donc, qui nous transportent dans un temps antérieur et qui permettent d'avoir une idée précise sur les costumes de cette époque, les bijoux portés par les femmes, la manière dont jouent les enfants un petit peu. Et puis voilà, ces scènes du quotidien qui sont très belles, ces souks, ces ruelles de Boussaada, toutes ces belles atmosphères qu'il a restituées et qu'il a figées dans ses toiles. À travers ses œuvres, oui, effectivement. Voilà. Donc, vous-même, est-ce que vous connaissiez bien cet artiste avant de le présenter au public? Oui, à la base, parce que j'avais justement, pendant mes études, j'avais travaillé sur les artistes voyageurs, donc et lui, il en faisait partie. Mais après, ce qui est intéressant, en fait, dans son travail, c'est que c'est un peintre luminisme. Il fait partie du mouvement luministe parce que avant qu'il soit ici en Algérie, donc il avait déjà fait des études justement en art. Il est diplômé de l'école d'Anvers et de Gand. Et puis déjà justement dans cette exposition, il y a une partie où je mets en avant sa période belge. Donc ses peintures belges. Donc à ce moment-là. Et puis il y a aussi la partie algérienne. Donc on voit vraiment le changement entre les lumières, on sent la différence. Carrément une petite mutation. Exactement. Donc la progression de chaque artiste. Et ça c'est très intéressant à découvrir dans l'exposition. Très bien, donc j'imagine un petit peu la surprise de ceux qui ne le connaissaient pas. Ils étaient nombreux au vernissage. Énormément, oui, exactement, beaucoup d'émotions. Il y avait la famille de l'artiste et puis justement les gens ne connaissaient pas Edouard Verschaffelt. Donc ces 10 jours-là, on va le mettre bien en avant au Palais de la Culture. Oui, Yazid Ait Mahieddine, notre rédacteur en chef,
y était, donc malgré la pluie. Donc le public a quand même été vers le Palais de la Culture pour découvrir cet artiste. Donc une présence importante. Il faut rappeler peut-être un point historique par rapport à l'amitié algéro-belge. Voilà, donc cet événement-là, justement, qui scelle 60 ans d'amitié. Oui, quand même, c'est 60 ans donc, de relations bilatérales donc, entre l'Algérie et la Belgique. Et pour fêter ça, justement, il n'y a pas mieux de mettre en avant un artiste belge qui a un grand attachement à l'Algérie. Absolument, les artistes belges ont toujours aussi essayé de tisser des ponts. On va citer par exemple quelques expositions de bandes dessinées qui ont été organisées du côté de Constantine. Par ailleurs, le soutien vraiment à un festival de jazz. Dès ses débuts, donc le Dima Jazz avait été soutenu par beaucoup d'artistes belges qui étaient présents, donc et qui ont marqué aussi cette belle, enfin qui ont un petit peu laissé leur empreinte sur cette belle passerelle algéro-belge. Oui, effectivement. Voilà. Et il faut dire aussi, on va rappeler aussi que c'est vrai qu'un 11 décembre 1962, c'est une date. Voilà, c'est une date importante pour les relations diplomatiques algéro-belges, dans la mesure c'était vraiment au début de l'indépendance. Oui, où le gouvernement avait constat, justement, où ils ont reconnu que l'Algérie, c'est une Algérie, un pays indépendant et libre. Et pour sceller justement cette amitié où l'a commencé vraiment, l'entamer justement après justement toute une nuit coloniale. Et il y a eu un changement. Le consulat général à l'époque, qui était à Alger, avait été transformé en l'ambassade, ce qui vraiment dénote d'une reconnaissance politique avérée, effectivement. C'est un petit peu ça l'histoire qui a permis d'aller jusqu'à aujourd'hui avec différents événements. Alors, que dire encore d'Edouard Verschaffelt Alors, Edouard Verschaffelt, c'est un grand amoureux de lumière. Et ce qui est intéressant dans son travail, il n'est pas du tout orientaliste en fait. Ce que les gens justement ont tendance à dire, c'est quelqu'un qui est dans le post-impressionniste, donc le style artistique, et fait partie du mouvement luminisme, et on ressent vraiment ça dans ses tableaux. Déjà, c'est très difficile de pouvoir faire des reproductions de cet artiste-là. D'accord. C'est une touche particulière. Exactement. Oui. C'est pas la frontière entre les couleurs n'est pas distincte à 100%. Donc non. C'est un peu difficile d'aller jusqu'à une reproduction fidèle à 100%. Mais justement, comment est-ce que vous avez procédé pour vraiment composer cette exposition en particulier, parce que c'est une démarche différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir avec les artistes. Voilà, exactement, des artistes vivants. Donc là, on a essayé de rendre hommage à cet artiste-là. Donc, on a travaillé sur des reproductions avec des tirages. Et puis, on en a une œuvre originale, donc, qui est aussi exposée au niveau du palais. J'imagine que vous avez un petit peu fait une petite recherche par rapport aux collectionneurs, beaucoup de recherches, exactement. Les musées qui détiennent les œuvres. Déjà, à notre musée des Beaux-Arts, il y en a 3 œuvres qui sont exposées, qui sont magnifiques. Oui, qu'on peut voir donc, dans l'exposition permanente du musée des Beaux-Arts, effectivement. Et donc, c'est un artiste, on disait tout à l'heure, qui est né en 1874 et qui a quitté justement ce monde en 1955. C'est quand même assez récent. Mais voilà, donc c'est un artiste qui méritait d'avoir toute la lumière sur surtout son passage algérien surtout. Exactement. Donc il a peint l'Algérie de l'intérieur, il a peint de l'extérieur, Voilà, les extérieurs de Boussaada. Il est connu aussi par ses beaux portraits, donc on retrouve souvent son épouse algérienne, sa fille aussi, la famille, donc avec les tenues, l'habit de Boussaada, les beaux bijoux et tout. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une belle vitrine aussi de l'Algérie de l'époque. Il met en valeur tout un pan de notre patrimoine. Tout un patrimoine matériel, immatériel. Donc, voilà, ça peut aussi être une matière de recherche pour les ethnographes qui désireraient avoir un autre regard que celui qui a déjà été exploité. Mais en tout cas, c'est une belle manière, vous le disiez, de marquer cet événement. On peut parler maintenant des galeries que vous gérez et de l'actualité de ces galeries avant de se quitter. Alors, actuellement à la galerie de Hong Art, donc, il y a une exposition d'un jeune talent, donc c'est Abdel Nour. Et puis la galerie Le Pont, donc toujours avec ses activités, les ateliers d'art pour adultes, pour enfants. Et bientôt on reprend les expositions avec une très très belle exposition pour la nouvelle année. On peut en savoir plus ou pas? Alors on va mettre en avant 2 artistes qu'on a perdus.
Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Donc c'est Monsieur Louail et puis Monsieur Hioun. Hioun et Louail, ce sont deux peintres talentueux. Maîtres de la gravure, donc on va mettre en avant. Oui, c'est vrai, l'art de la gravure n'est pas toujours mis en relief. Exactement. Dans les donc expositions. j'essaye toujours de travailler sur des thèmes, des sujets qu'on ne voit pas souvent. Excellent. Donc, ce sera pour le début de l'année 2023, oui, apparemment. Oui. Ben voilà, peut-être que c'est notre dernière rencontre aujourd'hui, donc oui. Au cours de 2022. Mais en tout cas, on vous souhaite bon vent pour l'ensemble de ces projets. Et vraiment, j'espère que le public pourra découvrir le talent d'Edouard Verschaffet. Donc, on vient de présenter cet artiste belge qui est présent au niveau du Palais de la Culture. L'exposition durera jusqu'au 21 du mois, c'est bien cela? Exactement, oui. Donc, vous avez encore le temps d'apprécier justement ces belles œuvres. 21 et en fait, c'est de 1h à 18h au niveau du palais. Très bien, 1h de l'après-midi jusqu'à 18h au niveau du Palais de la Culture. Vous pouvez justement faire un petit voyage au cœur de Boussaada ou alors en Europe aussi par rapport à cet artiste et son regard. Les deux périodes, oui, sont présentes. Voilà. Merci infiniment Amel Mehoub. Je rappelle que vous êtes galeriste, vous gérez la galerie Le Pan, mais aussi Hangar, donc ça se trouve aussi à Cheraga. Et on a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Voilà, c'est également un plaisir pour nous de parler des artistes, où qu'ils soient. On est ravis justement d'en parler. Dans un moment, nous recevrons une talentueuse interprète de chant andalou. Il s'agit d'Asma Allah, pour ceux qui connaissent déjà. Donc, ces fans seront certainement ravis de la retrouver. Mais avant, on va juste avoir une petite transition musicale et voyager encore au cœur de l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je viens de l'annoncer, Asma Allah est parmi nous, donc c'est l'une des plus belles voix et les plus d'interprétation d'andalou. Donc c'est une voix chaude qui se démarque actuellement donc dans la scène musicale algérienne. Nous avons le plaisir de la recevoir. Merci d'être là, Asma. Merci à toi. Ça va? Bonjour à toutes de vert vêtues. Tout à fait, oui. Nos invités se sont donné le mot avec la couleur de l'espoir aujourd'hui, donc ça vous va ravir en tout cas. Merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir ce matin. Je suis également très ravie d'être là. Je souhaite le bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et vous avez de belles choses à annoncer aussi. Vous êtes à l'occasion d'une annonce importante vous concernant. Il s'agit d'un concert, donc le retour sur scène. Exactement, donc un concert prévu jeudi, Inch'Allah, le 15 décembre à la salle Ibn Zaydoun et qui débutera à 19h, Inch'Allah.
Et je ne veux pas trop en dire, je vais juste donner la date et le lieu. On a donné la date et le lieu, on va peut-être parler de ces musiciens qui sont fidèles oui, bien et sûr. que vous aimez beaucoup et Oui, qui je serai vont vous accompagner. accompagnée d'un orchestre magnifique, composé de musiciens avec lesquels je travaille depuis un bon moment, qui sont devenus mes amis. Et d'ailleurs, parlant de famille, mon orchestre se compose déjà de mon mari. Mon mari, il fait partie de l'orchestre. Mon beau-frère aussi, Riyad, fait partie de l'orchestre. Donc voilà, donc c'est vraiment un esprit de famille et d'amis. Excellent. Donc d'ailleurs, il y a une seule musicienne au sein de cet orchestre, Saliha Ould Moussa. On la citera elle parce que c'est chauvinisme. Des femmes, on la salue, toujours les talents et les points. Saliha aussi, une excellente awada, donc joueuse de oud, c'est elle la fleur la petite fleur au cœur de tous ces hommes qui vous accompagnent, effectivement. Donc voilà, pour ce, voilà, vous ne voulez pas parler un petit peu de ce qu'il y aura, mais il y aura certainement de l'andalou. Il y aura de l'andalou, il y aura du melouf, il y aura du shabi. Et voilà, donc ça va être un voyage dans les émotions, comme j'ai appelé l'événement, et c'est Safrat al-Ahassis, donc voyage dans les émotions. Et j'ai aussi intégré un nouvel instrument qui n'apparaît pas habituellement dans les orchestres andalous, et qui est la clarinette. Ça doit être joli. Donc une clarinette au milieu de toute cette orchestration, ça doit être très original. En tout cas, c'est vrai que vous avez votre manière de revisiter le patrimoine. On vous voit sur la toile, vous avez beaucoup de covers qui vous démarquent du lot. Vous démarquez avec des arrangements qui vous sont propres. Exactement. Bon, les arrangements les fait Anis, mon époux, qui est aussi dans la musique. Et oui, en fait, je suis une grande amoureuse de la musique algérienne en général et du patrimoine algérien, de l'Est, Ouest, Sud, voilà. Donc j'essaie un petit peu de refaire et de raccourcir, parce que les morceaux Zman étaient beaucoup plus lents, et maintenant tout va très vite, voilà, tout va très vite. Donc on essaye de diminuer le timing et donner une nouvelle couleur, une nouvelle fraîcheur, si je peux dire ça comme ça. Oui, j'imagine que vous ciblez une génération qui speed beaucoup et qui est toujours collée à la toile. Tout à fait. La jeune génération en l'occurrence. C'est vrai que les amoureux de l'andalous se trouvent parmi les personnes un peu plus âgées, je veux dire. Et c'est vrai que les adultes d'un certain âge sont acquis à l'andalou chez nous, parce que c'est une tradition dans toutes les familles d'écouter ce genre musical, ou alors d'aller vers les concerts de ce type. Oui. Enfin, je dirais que franchement, le public de la musique andalouse est relativement âgé. Je dirais que pas vraiment, franchement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent maintenant, et tout ça grâce aux réseaux sociaux, grâce aux petites capsules vidéo qu'on peut faire, et c'est-à-dire les jeunes, ils voient qu'il y a d'autres jeunes qui s'intéressent à cette musique, etc. Et aussi les associations qui font un rôle extraordinaire. Absolument. Et qui sont en train de former plusieurs générations. Donc oui, mais réseau, je dirais plus pour toucher la catégorie qui ne se déplace pas vers les concerts, qui ne va pas voir les concerts de musique andalouse et autres, enfin musique traditionnelle. Ça les attire un petit peu, et ça les pousse à venir au spectacle et à assister au spectacle. Excellent. Donc justement, vous avez cité les associations. On va essayer un petit peu de rappeler votre parcours à ceux qui ne vous connaissent pas. Donc vous avez débuté très très jeune dans la musique andalouse. À l'âge de 6 ans, l'initiation a débuté. Exactement. Enfin, j'ai commencé la musique avec le stylo. Quand j'ai commencé à écrire, 6 ans, c'était l'alphabet, etc. Donc, c'était une des conditions à les associations. Oui, mes débuts ont commencé à 6 ans, à Sidi Bel Abbès en fait. La wilaya de Sidi Bel Abbès, c'était à l'association Al-Andalousia. Donc je salue tous les membres qui étaient dans le temps et maintenant, et toutes les générations à l'Andalousia.
Les premiers pas ont été effectués là-bas et c'est là que j'ai connu l'amour que j'avais pour le chant et la musique. Et comme je t'ai dit déjà, je ne suis pas de famille d'artistes. Souvent on dit, voilà, souvent, il a baigné dans une atmosphère artistique, une famille. Non, moi pas du tout, pas du tout. Ça s'est fait vraiment par hasard. Et je n'ai pas lâché depuis, je n'ai pas lâché. Absolument. Revenant à Alger, j'ai intégré l'association Inchirah, qui était sous la direction de Smaïl Henni Mohamed Ismaïl, qui a fait la plus grande partie de ma formation andalouse et qui a remarqué aussi votre talent et Tout aussi à fait. cette belle voix qui est dans les graves, pas trop aiguë et qui se place très bien dans l'orchestration féminine ou alors l'orchestre l'Inchirah, mixte aussi. Et donc, vous avez très vite été soliste. Oui, j'étais la plus jeune déjà de l'association et j'ai été accueillie franchement avec les bras ouverts. J'ai tout de suite adopté tout le monde m'a adopté et de là j'ai commencé. J'ai eu j'étais soliste très très jeune avec justement une pléniade d'artistes kbar aliya. Oui, voilà. Mais qui vous apprécient énormément, on le sait. En tout cas, on a envie maintenant d'écouter un petit peu Smaïla. On va tout de suite avoir un extrait à écouter, puis après on reprend cette conversation. C'était avec l'orchestre. Vous vous rappelez de ce moment? Oui. L'orchestre était sous la houlette d'Amin Kouider. Exactement, qu'on salue d'ailleurs. Je vais dire que le spectacle est l'un de mes préférés, parce que c'était une toute nouvelle expérience avec un orchestre symphonique. Là, le chant est complètement différent. On a fait du Sha'bi, c'était à l'Opéra d'Alger, Boualem Bsayah. Et franchement, c'est une de mes scènes préférées où j'avais un trac énorme. J'imagine. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont de petits orchestres. Oui, enfin, quoique dans certaines associations, on a droit quand même à des orchestres de 20 personnes. Mais ça reste pas monophonique. Mais c'est pas pareil. On a plusieurs sons qui viennent de partout et on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Voilà, les repères, Sahab al-Andalus va comprendre ça, c'est-à-dire les repères étaient un petit peu difficiles, mais c'était une superbe expérience. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Amin Kouider qui m'a offert cette opportunité. Oui, en fait, vous avez eu plusieurs passages sur les planches avec des orchestres philharmoniques ou symphoniques. Exactement. Ça a été, vous y avez pris goût, c'est bon. Oui, oui. Voilà, le baptême acquis, c'est bon. Ça y est, oui, ça y est. Oui, je fais partie aussi, j'ai fait partie de l'orchestre féminin de l'opéra également. Je suis passée avec, qui est toujours sous la direction de M. Nedjib Kateb, qu'on salue aussi. Absolument. C'est aussi quelqu'un qui m'aide beaucoup dans la musique, dans le Kinensa Inchorel, donc je l'appelle. Voilà, je salue Nedjib Kateb également. Voilà, Smaïla, vous êtes de celles ou ceux qui avancent doucement mais sûrement. Donc depuis 2014, vous êtes
lancé comme ça dans une carrière en solo, ponctuée bien sûr, on le sait, par les pauses de la vie. De la vie, exactement. Imagine. Exactement, tout à fait. Voilà, études, études, enfants, mariage, et ça nous stoppe un petit peu, le temps de se remettre dans le bain et rebelote, voilà. Mais vous reprenez toujours avec la même ferveur, le même engouement qu'on vous connaît, et à chaque fois, il y a de belles surprises pour le public. Je fais de mon mieux pour justement offrir le meilleur pour le public, et que j'invite vraiment à venir jeudi, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaydoun. Beaucoup de surprises artistiques, musicales et émotionnelles aussi, parce que le spectacle est basé sur ça, c'est-à-dire c'est le voyage dans les émotions. Voilà, toutes les émotions exacerbées par cet orchestre et aussi cette belle voix de Asma Allah qui va vous accompagner donc dans Safrat al-Ahassis, c'est-à-dire voyage dans les émotions. Et quelles sont-elles ces émotions qui seront mises en avant? Toutes les émotions, il y aura de la mélancolie, c'est sûr, parce qu'il y a des passages toujours mélancoliques. Il y aura de la mélancolie, il y aura donc ça va parler de tristesse, de perte, d'amour aussi, de vengeance et de joie, bien évidemment. Il y aura de la joie, il y aura en fait, voilà, j'imagine que c'est un spectacle qui va être très contrasté en termes d'émotions, très contrasté. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura du chabi, du malouf, de l'andalo. C'est-à-dire j'ai essayé de donner à chaque émotion un style spécifique. On sera un petit peu dans l'âme du chant lyrique quelque part, puisque là aussi on joue beaucoup sur l'émotion. Une partie, oui. Une bonne partie, oui. Il y aura des solos piano-voix seulement. Il y aura beaucoup d'instrumental et voilà. Qu'est-ce qui vous passionne le plus justement dans l'andalou? Parce que vous n'avez pas été tenté comme certains d'avoir comme ça des petites chansonnettes différentes et de vous installer dans un autre registre? Non, un autre registre, je ne suis pas contre si je trouve un registre, une belle chanson. C'est juste que, vous savez, à force de chanter la poésie andalouse, nos attentes deviennent un peu plus, on va dire, un peu plus rigoureuses concernant les paroles. Parce qu'on chante quand même des poésies qui été sont très profondes, effectivement. Tout à fait. Et là, maintenant, quand je vois des textes ou là, ça reste toujours, pour moi, je me dis toujours, je sais pas, je pense que c'est la faute, aux poésies très profondes, héritées, dans lesquelles j'ai baigné. C'est-à-dire, donc pour moi, le texte, c'est la priorité dans une chanson. Vous n'avez pas tenté, vous, l'expérience justement de l'écriture? J'ai essayé d'écrire, mais croyez-moi, ça ne donnait pas grand-chose. D'accord, donc vous avez mis de côté. Non, j'ai mis de côté, mais je veux faire une chanson à texte, Inch'Allah, bientôt, pourquoi pas, qui sera dans un registre, bien sûr, non andalou à 100%, mais qui aura un cachet algérien. Un cachet algérien, justement, on aimerait bien finir avec une note. Je ne sais pas si vous pouvez nous offrir un petit a cappella avec un petit Esterbal. Avec une voix matinale. Une voix matinale, bon bah on laisse tomber. Si vous n'avez pas travaillé votre voix, moi je ne vous oblige pas en tout cas. Je ne vous obligerai pas. En tout cas, je vais vous offrir quelque chose quand même. Quand même. Mais je vais mettre peut-être l'aumône, je sais pas. Maldoms. Allez, on va faire quelque chose. راح الغالي راح والدغرام معاه راح الغالي راح والدغرام معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه
Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est celle que j'espérais. D'accord. Vous avez lu dans mes pensées. La télépathie a fonctionné. C'est incroyable, Asma. Vous êtes adorable. Les bonnes ondes. Oui, mais en fait, vous avez lu dans ma tête. C'est incroyable parce que c'est le cover que je préfère et que j'écoute. Donc, Asma, en tout cas, on vous remercie infiniment pour ce passage parmi nous. C'est moi qui vous Voilà, remercie on a pour été ravis de vous présenter au public de cette matinale en particulier. J'espère que vous avez aimé, que vous serez nombreux à vous rendre à la salle Ibn Zaidoun, cette salle intimiste et mythique, on dira. Exactement. C'est vous qui l'avez choisie ou c'est elle qui vous a choisi? C'est moi qui est partie vers la Ibn Zaidoun. Voilà, non, c'est une salle que j'adore. On est très proche du public, c'est très intimiste, c'est très cosy, l'acoustique est magnifique. Il y a un parking. Voilà, tous les ingrédients sont là. Tout est là pour apprécier un bon spectacle. Ce sera ce jeudi, donc sur les planches d'Ibn Zaidoun à partir de 19h. 19h. Donc rendez-vous est pris avec Asma et son bel orchestre. Et justement, elle faisait partie de l'orchestre l'Inshirah, elle le disait tout à l'heure, sous la houlette de feu Ismail Hanillahi Yarhamou. Donc nous allons vous offrir une autre voix tout de suite qui faisait partie de cet orchestre féminin de l'Inshirah et qui a aussi été formé par Ismail Hani. Il s'agit de Manal Gharbi pour retrouver ensuite notre second invité de cette matinale. Et il s'agit donc de la directrice de l'Institut italien qui viendra aussi nous annoncer de
Maman Al-Gharbi qui vous a accompagné un instant. Le temps pour nous d'installer notre invitée suivante. Il s'agit d'Antonia Grande, donc, qui est directrice de l'Institut culturel italien. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci à vous. On est ravis de vous recevoir. Voilà, j'imagine que vous vous préparez peut-être pour passer les fêtes de fin d'année en Italie. Oui. Ah, oui, ça y est, vous le dites avec un oui vraiment très déterminé. En tout cas, on vous souhaite vraiment de passer d'agréables fêtes de fin d'année en famille certainement ou avec vos amis. En attendant, donc voilà, les activités sont assez denses du côté de l'Institut. On va en parler. L'une des plus récentes, et bien sûr, le festival a eu une baissée de rideau justement il y a seulement 2 jours. Il s'agit du FICA, donc le FICA qui est le Festival international du film ou du cinéma d'Alger, donc présence remarquée de l'Italie. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir 2 films italiens présents dans les programmes du Festival international de cinéma d'Alger et aussi d'avoir un membre de jury italien, donc une présence importante pour nous. Oui, ben on peut déjà le citer. Hein. Donc ce membre qui a participé s'appelle, c'est un cinéaste italien connu, j'imagine. Et Luca Peretti, c'est en fait un chercheur qui fait une recherche spécifique sur les liens entre l'Algérie et l'Italie à travers les médias. D'accord. Il vient de publier un livre assez important qui s'appelle Avec les mêmes livres, qui parle d'un film lié à la guerre d'Algérie. D'accord. Oui. Bon, on se ferait un plaisir de le recevoir dans notre matinale et de présenter justement cette œuvre et ce travail en tout cas. Mais en tout cas, voilà donc 2 films, 2 empreintes italiennes. On peut en parler davantage. Oui. Alors, disons un film d'une jeune cinéaste, une femme qui s'appelle Flavia Montini, qui d'ailleurs a aussi décerné un prix spécial du jury, et on est très contents. Donc Los Zuluagas, Los Zuluagas c'est un titre espagnol en fait, parce que elle est italienne mais elle a travaillé sur un thème colombien, et elle a travaillé sur sous l'archive d'une personne dont ses parents étaient des gens qui ont fait la guérilla en Colombie. Voilà, donc elle a rencontré les fils qui a fait tout un parcours à la découverte de la mémoire, parce que c'est un thème sur lequel Flavia Montini travaille, la mémoire, et donc patrimoine et mémoire. Et donc, elle a fait tout un travail avec lui, mais après, elle s'est renseignée sur les archives. Et donc, elle a fait ces films très émouvants et très importants pour la découverte de la mémoire de ces fils de la guérilla en Colombie. C'est très intéressant et très, très difficile comme démarche. C'est ce qui a dû aussi séduire par ce résultat obtenu le jury algérien, donc le jury de ce festival qui lui a décerné ce prix. Donc on la félicite, on félicite l'Italie à travers elle. Voilà. Qu'en est-il du second film ? Et pour terminer sur Flavia, je suis très contente parce qu'elle est une femme, elle est une jeune cinéaste qui a fait ses études d'abord de sciences politiques et relations internationales. Donc elle a quand même une base importante pour étudier aussi les problèmes politiques. Et elle a après fait une école très importante à Rome, qui est l'école de cinématographie, qui s'appelle Gian Maria Volonté, qui est un des plus importants acteurs italiens. Voilà, pour conclure sur Flavia Montini. Et après, on a présenté des boîtes retrouvées par Cecilia Mangini et Paolo Pisanelli. Bon, alors, ça m'a vraiment c'était très remarquable le fait que les organisateurs du festival ont décidé de dédier une pensée spéciale à Cecilia Mangini, parmi d'autres, c'est-à-dire des gens qui sont décédés et qui ne sont plus parmi nous. Et donc, parmi eux, malheureusement, il y a Cecilia, et réalisatrice de ces films avec Paolo Pisanelli.
Donc Cecilia Mangini est une cinéaste et photographe italienne très importante aussi pour les femmes italiennes. Et elle a fait un travail très important sur la photographie et dans les cinémas engagés. Et d'ailleurs, ces films de Boîtes retrouvées parlent de sa présence au Vietnam pendant la guerre en 1965 et 1966. Donc c'est un documentaire qui travaille aussi sur l'archive de Cecilia, l'archive des photos et des notes prises pendant la guerre au Vietnam. Oui. Donc aussi un travail très important et qui a été fait par Cecilia et avec Paolo Pisanelli qui est un cinéaste italien plus jeune qu'elle, mais bon, ils ont travaillé ensemble pour réaliser cette œuvre documentaire aussi. Voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu, ça a prédominé dans ce festival, ce travail sur la mémoire. Et il y a eu aussi d'autres nationalités qui ont été sur cette voie et qui ont présenté donc des œuvres semblables et similaires. On a reçu il y a quelques jours, par exemple, une cinéaste serbe qui elle aussi a travaillé sur les pas justement des archives, qui a travaillé sur les bases plutôt des archives et des photographies d'un artiste serbe qui était là, qui était présent pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est vraiment très intéressant comme point de vue. Oui. Et j'imagine un petit peu votre joie et la joie de ces cinéastes qui ont pris part, entre autres, ou ces personnalités qui ont pris part à ce festival. Oui, oui. Les cinéastes italiens étaient très contents d'être présents ici en Algérie, bien sûr, de vivre un peu la reprise des activités festivalières en Algérie après la pandémie. Et donc, à mon avis, ce festival représente vraiment un des événements plus importants sur la scène. Oui, on a un intrus ce matin dans le plateau. Oui, on a un intrus qui nous dérange depuis tout à l'heure. On ne sait pas. Voilà, c'est les aléas du direct. On ne peut pas. On est paralysé, on ne sait pas quoi faire. Mais oui. Vous pouvez la chasser. Je vous autorise. Oui, merci. En direct, devant notre public. Oui. Voilà. Et donc, oui, FICA, c'est vraiment un événement, un des plus importants sur la scène culturelle, non seulement algéroise, mais algérienne. Oui. Et donc, nos cinéastes italiens étaient très contents d'être présents, de participer à cette fête de la reprise aussi dans une année si importante pour l'Algérie parce qu'on célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance. Et donc, les cinéastes italiens étaient très contents de participer à cette célébration. Oui. Et les deux ont aussi les souhaits de revenir ici en Algérie parce que il y a tellement de choses à découvrir et à connaître en collaboration avec l'Institut. J'imagine que ce fut une belle découverte pour eux. Oui, j'imagine, surtout si c'est la première fois, parce que c'est vrai que l'image diffère de celle qui est véhiculée par les médias, on le sait. Et donc quand on arrive, on découvre l'Algérie autrement toujours, et on finit par revenir. Hein. On n'a pas la fameuse fontaine de comment on appelle ça, de Trévis. Donc on n'a pas la fontaine de Trévis pour jeter une pièce et revenir, mais bon, c'est l'atmosphère, c'est dans l'air, c'est aussi ce peuple qui est très, très avenant avec ses visiteurs. En tout cas, vous êtes en Algérie depuis déjà 3 ans, donc vous avez vécu cette pandémie chez nous. Oui. Oui. Comment c'était? On a souffert tous ensemble. Oui. J'ai reçu les mauvaises nouvelles de l'Italie, mais bon, on a essayé d'être forts et d'être tous unis. Oui. Et je sais que il y a eu un grand soutien de la part du peuple algérien vis-à-vis de l'Italie dans l'époque la plus dure que nous avons vécue au début de la pandémie. Et donc, ça nous a beaucoup touchés. Les soutiens des amis algériens. Oui. J'espère que vous verrez du bon et encore du bon à venir. Et en tout cas, ce n'est pas le seul événement que vous venez mettre en avant dans cette participation à l'émission, puisqu'il y a aussi un autre événement cinématographique qui s'est déroulé du côté de Relisen aussi. Et l'Italie est aussi, encore une fois, présente à ce festival dédié aux documentaires.
Oui, et aussi, bon, le festival de Relisen est un peu plus jeune par rapport au FICAN, mais ça m'a surpris parce que bon, c'est organisé par un groupe d'amateurs et cinéastes, amateurs du cinéma et cinéastes, et avec le soutien bien sûr du ministère de la Culture et des Arts. Et c'est, à mon avis, c'est très important qu'un groupe d'une association culturelle qui s'appelle Zaytouna ait cet élan de développer des activités en région, parce que nous aussi, de notre côté, on essaye toujours de organiser des activités culturelles non seulement dans la capitale, mais aussi en région. Et donc, on était tous contents de participer. L'Italie était invitée d'honneur. Donc, bien sûr, nous, on a donné notre soutien. Et donc, la participation italienne était très importante parce qu'il y avait 3 cinéastes et, présents dans les programmes. Et parmi eux, un dans les jurys. Mario Brenta, un cinéaste très réputé, très connu et spécialisé dans les documentaires. Et il y avait en compétition Andrea Amur avec son film Transumanze et une jeune cinéaste, Luisa Izzo, qui a présenté un court-métrage. Excellent. Donc voilà, une participation de qualité, on dira, parce que vraiment pour un jeune festival, c'est important d'avoir un tel soutien de la part d'artistes étrangers aussi, pas seulement les locaux. Et vous vous êtes rendu à Relisen à cette occasion? Est-ce que vous vous êtes déplacé pour le festival? Oui. Pour moi, c'est important d'être présente pour manifester mon soutien, ma participation, ma collaboration, non seulement vis-à-vis des partenaires algériens, mais aussi vis-à-vis des invités italiens. Et donc, c'est pour cela que je me suis rendue à Relisen. Et pour moi, c'était vraiment une découverte très importante. On a aussi fait des visites touristiques dans des lieux important et donc j'ai appris beaucoup pendant ma visite à Relisen et j'ai eu l'occasion bien sûr de discuter avec les cinéastes italiens, mais non seulement parce qu'il y avait des cinéastes, des experts de Tunisie, de Palestine, de Oman et plusieurs pays, donc c'était vraiment un échange important pour tous. Oui, excellent. Donc on espère en tous les cas que les passerelles seront toujours dressées entre nos deux pays. Voilà, l'intrus est encore là. Elle insiste. Mon Dieu, j'espère qu'elle partira. Bon, ben je sais pas. Allez, bon. On va la laisser finir sa visite. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On va profiter en tout cas de votre présence parmi nous pour rappeler aussi le programme essentiel de cet institut. Donc, l'institution que vous dirigez aussi mène aussi, a aussi toute une programmation annuelle dans laquelle elle met en valeur les différents arts, les différentes manifestations culturelles aussi. Oui, et justement, on est très content de vous annoncer qu'on on présentera les films de Relisen, les films italiens de Relisen à AG. Très bien. Au sein de l'Institut. On commencera aujourd'hui. D'accord, à quelle heure? À 18h avec le film de Mario Brenta, Il. Et c'est un film que j'ai vu à Relisen, très beau, donc j'invite le public de Bonjour d'Algérie à participer à cette présentation. On aura Mario Brenta, le réalisateur, présent en ligne, aussi pour un débat après le film. Et demain, on présentera les autres, les films de Andrea Mura et Luisa Izzo. Donc aussi présent en ligne pour un débat avec le public. À quelle heure? Et également. On commencera avec Luisa Izzo à 17h, après, parce que c'est un court-métrage. Oui, donc, ça laisse le temps au débat, effectivement. Et après 18h, les films d'Andrea Mura. Voilà, très bien. Ouais. Et toujours l'apprentissage de la langue italienne se poursuit comme d'accoutumé. Justement, les mois de décembre, c'est les mois des inscriptions, parce qu'on les fait en avance pour commencer la session suivante. Donc les mois de décembre, c'est les mois des inscriptions. On a commencé les mois de décembre avec une journée porte ouverte. On organise souvent les journées porte ouvertes à l'Institut pour ouvrir nos portes au public intéressé à la culture et à la langue italienne, pour leur donner toutes les
des informations, notamment sur les cours de langue, les bourses d'études et les événements culturels, les services qu'on offre à notre public, par exemple la bibliothèque qui a un patrimoine de 10 000 volumes sur la culture, les cinémas, l'archéologie, etc. Voilà, donc nos journées portes ouvertes ont toujours un très grand succès parce que elles sont aussi accompagnées par de la bonne cuisine italienne. J'imagine. Et donc voilà, et donc je répète, on est là dans les horaires de bureau de 9 à 16 du dimanche au jeudi pour les jeunes étudiants, les grands publics, tous ceux qui veulent suivre nos cours. On a des cours pour enfants, des cours pour adultes, pour débutants, pour des connaisseurs, et donc ça va continuer. Et dans un cadre très agréable en tout cas. Oui. Voilà, dans un quartier très, très calme. En tout cas, oui. Décembre. Tout le mois de décembre, vous pouvez découvrir tout ce que propose justement cette institution culturelle au cœur d'Alger. Donc c'est à El Biar. Donc j'espère que je vous souhaite une excellente fin d'année en tout cas pour finir cette rencontre, et aussi de passer un joyeux Noël donc parmi votre famille et vos amis. En tout cas, une bonne et heureuse année par la suite. Merci. Inch'Allah. Merci d'avoir été avec nous. Antonia Grande, donc directrice de l'Institut culturel italien, donc qui est dit par rapport à l'organisation, ou plutôt au programme de cette institution. On a été ravis de vous recevoir. Je vous souhaite une excellente journée, et je souhaite aussi à ceux qui nous suivent ce matin de passer d'agréables moments avec les invités qui vont suivre aussi. La société civile très représentée ce matin dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Mais avant justement d'en parler davantage, je vous propose une petite virée du côté du parc Dounia à l'occasion d'une grande campagne de reboisement. C'était à l'occasion de la journée mondiale du volontariat, et c'est Samia Bourarour qui nous fait le compte-rendu de cette belle journée. Plus qu'un geste, une conviction pour Mohamed Tahar Ben Kharchi, qui a consacré de longues années de sa vie au volontariat dans diverses actions nobles. Vous savez, on perd beaucoup d'eau, beaucoup d'oxygène, il y a des glissements de terrain, donc nous on essaie de récupérer un petit peu avec les actions qu'on fait, de récupérer cette eau, cet oxygène, ces terres qui sont la preuve, terres fissurées. Donc on plante ces arbres pour essayer de consolider cette terre et de la garder pour nos enfants. L'émotion est omniprésente chez Nadim, un ancien élève de ce doyen dans l'association Twiza. Il se souvient encore des bons gestes qu'il a appris en sa compagnie. En fait, il a élevé plusieurs générations dans ce sens. C'est une valeur sentimentale. Même à la parce que quand je vois quelque chose de bien en Algérie fait par des Algériens, en plus, c'est-à-dire l'association a atteint un objectif. D'ailleurs, l'une des premières actions de l'Inama, on a fait des plantations des arbres, la cité de Der Saada. Pourquoi je me souviens très très bien? Non seulement elle était portée par lui, sur le plan local, c'est que tous les arbres qui étaient plantés par les enfants Théo, elles sont restés intactes. 700 arbres ont été plantés lors d'une seule journée au parc Dounia, une action purement environnementale qui a connu un engouement de la part des étudiants et même des travailleurs qui consacrent leur temps précieux et leurs efforts au service volontaire. Je suis étudiante à la fac centrale, je suis étudiante en biologie, en 3e année. On a planté des arbres. J'espère que les gens vont prendre soin de ça et ne pas détruire déjà ce qui a été fait. Aujourd'hui, j'en ai fait 12 et j'en suis vraiment ravie. Ça montre aussi qu'on peut faire des actions de qualité. Il y a du cyprès, il y a des pins, il y a aussi du mimosa aussi. Donc, et après, il y a des arbres fruitiers aussi qui sont plantés dans cet espace-là. Ça représente l'intérêt qu'on a pour le développement durable dans le pays, l'importance de laisser notre empreinte pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et dans l'entreprise où on travaille, on nous accorde 3 jours sur notre temps de travail pour aller faire des bénévolats. Une mission accomplie pour tous ces volontaires présents ici. Une satisfaction aussi d'avoir contribué à créer ce Green Space dont ils seront certainement fiers dans quelques années.
Voilà, c'était à l'occasion donc de la journée mondiale du volontariat. Le volontariat, elle en connaît un bout puisqu'elle se met au service de ceux qui sont dans le besoin souvent et elle active dans différents domaines. Donc un panel très large d'activités où elle a pris part. Donc Boudjelal Djahida Keltoum, on est ravis de vous recevoir ce matin. Bonjour, merci de nous recevoir, c'est gentil. Ça va ? Ça va, très bien. Et vous ? Oui, très bien. Là, cette fois-ci, vous êtes au service du lectorat en général, du livre en particulier et des amoureux de la lecture et à l'occasion justement d'un très bel événement que vous allez nous annoncer tout de suite d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, c'est le carrefour des passionnés des vieux livres et c'est la coopérative artistique et scientifique Les Amis de Chicano qui fait ça dans un très bel endroit qui s'appelle le Bastion 23. Oui. Donc le Palais des Reis du 10 décembre jusqu'au 15 décembre. Oui, la coopération des Amis de Chicano dont vous faites partie. Le président devait être parmi nous, mais peut-être qu'il nous regarde et nous suit ce matin, donc on le salue. Oui, voilà, vous serez l'ambassadrice de cette association très active dans le domaine culturel et scientifique, vous le disiez si bien, et aussi qui essaye aussi d'avoir un rôle de vulgarisation auprès des plus jeunes, c'est bien cela? Oui, au fait, la coopérative Les Amis de Chicano, je vous dirai tout de suite que Chicano, c'est une marionnette, c'est un personnage pour enfants qui a été créé par le président, par Moustapha Belkhoch justement, parce qu'à la base, cette coopérative travaille beaucoup avec l'enfance, dans tous les domaines artistiques et scientifiques. Donc, il y a des marionnettes, il y a du cirque, il y a des clowns, etc. Mais avec le temps, comme elle a été créée en 2005, avec le temps, d'autres pas spécialités, mais d'autres choses sont venues autour de tout ça, de l'enfance, parce qu'à la coopérative, on est convaincu que le citoyen de demain, c'est un enfant équilibré, un enfant qui grandit avec des valeurs, avec des choses vraies, des choses justes, tout autour de ce que lui donne la famille, tout autour de ce que lui ramène l'école, il y a ce que nous lui apportons de joie, de couleur, de culture et d'éveil artistique et scientifique. Et donc, il y a eu ce collectif qui est né dans la coopérative et ce sont des passionnés de la lecture et des vieux livres spécialement, précisément. Voilà. On a l'affiche de l'événement, donc Carrefour, des livres anciens, comment ça s'appelle en français ? Les Mahi, alors j'essaie de le lire en arabe, mais je crois que je ne vois pas très bien. Alors c'est les Muhibbi. Les Muhibbi, voilà. Très bien, donc ça donne en français Carrefour des amoureux, des passionnés de vieux livres. Donc vous mettez en avant des bouquinistes dans cet événement. Le dernier jour, oui, il y a un hommage à de vieux bouquinistes que je pense que le plus commun des gens qui habitent Alger les connaissent. Ils sont sur la rue des Douches. Ce sont ces deux vieilles boutiques qui existent depuis plus de 50 ans. Nous leur rendons hommage parce que nous pensons que des gens qui passent plus d'un demi-siècle à encourager les gens à lire et surtout qu'ils font de la collection de vieux livres, ce sont des pépites qu'ils ont à l'intérieur de leur magasin. Nous essayerons de toutes les façons, en tous les cas le dernier jour, de leur rendre hommage et de les présenter au public. C'est vrai qu'ils ont réussi à fidéliser le lectorat, les lecteurs de manière générale qui fréquentent leurs espaces pour les inciter à déposer des livres pour que d'autres en profitent et ça c'est une démarche qui est des plus intéressantes. Oui. Tout à fait. Ça permet un petit peu de faire circuler les livres et d'encourager l'échange. Si vous avez un vieux livre, au lieu de le jeter, donnez-le à un bouquiniste. Donnez-le aussi maintenant, si le livre a une grosse valeur, donnez-le, et nous avons ce partenaire qui est la Bibliothèque nationale, donnez-le à la Bibliothèque nationale parce qu'elle a les moyens de le préserver, de le restaurer et puis de lui donner une deuxième vie. Mais si vous l'offrez à un bouquiniste ou si vous l'offrez aussi à votre enfant, à votre ami, à votre voisin, vous lui offrez aussi la chance d'avoir une deuxième vie et sûrement qu'il va faire aussi palpiter des cœurs parce que généralement on donne des livres qu'on aime et qui nous ont raconté une histoire et je pense que tout le monde se rappelle peut-être du premier livre qu'il a eu. Moi en tous les cas je me rappelle de mon premier cadeau que j'ai eu quand j'ai eu ma 6e de l'école où j'étais et je crois que c'est ça.
il y a un déclic qui se fait, qu'on aime ensuite lire, imaginer et garder. Il y a des livres aussi qu'on n'a pas envie de donner parce que oui, ça fait partie on a envie peut-être de relire des fois. Effectivement, il y a des auteurs qu'on relit. Et puis, vous allez voir, si vous nous rendez visite au Bastion 23, vous promenez dans les différentes pièces de ce beau palais déjà, parce qu'on a choisi un endroit magnifique. Le cadre est très agréable, très agréable. Et d'ailleurs, notre exposition n'est pas rigide. Elle a essayé d'épouser cet endroit magique. Donc, vous allez voir, vous avez des poufs par-ci, des matelas par-là, des petits livres déposés. Et ce sont des petits coins agréables pour que les gens viennent s'asseoir. Et même les conférences ne sont pas académiques. Les gens viennent s'asseoir sur un tapis et parler, etc. Oui. Voilà. C'est très bien. Donc, vous êtes dans l'esprit de l'Qa'da à l'ancienne, et donc toutes les rencontres de cet événement se dérouleront dans cet esprit. Oui. Et justement, vous avez parlé à l'instant de votre partenaire, la Bibliothèque nationale, qui, elle, a justement ce savoir-faire en matière de conservation des livres, et vous mettez à profit cette expérience à travers un atelier, n'est-ce pas? Tout à fait. La Bibliothèque nationale, qui est un partenaire précieux à la coopérative et au Palais des Raïs, donc ils ont installé du matériel. Et à chaque fois, tous les jours et à chaque fois que quelqu'un voudrait voir, donc il y a des gens de la Bibliothèque nationale qui vous montrent un peu le process de quand vous avez un vieux livre et puis comment, parce qu'ils ont ramené leurs petits outils, etc. D'abord, vous avez comme une initiation. Vous savez, voilà ce qu'il faut pour restaurer un livre. Et puis voilà ce qu'on fait. Donc vous avez tout le process. Vous voyez le livre, comment il était, comment il devient. Et c'est presque magique parce que c'est une nouvelle naissance, pour ne pas dire une renaissance du livre. Donc ils sont là tous les jours jusqu'au 15 à faire des démonstrations. J'espère qu'ils seront nombreux à venir s'imprégner de toutes ces connaissances parce que, vous le disiez tout à l'heure, certains couvrent jalousement certaines collections. Oui. Donc si ces collections sont très anciennes, il faut absolument qu'elles passent par l'étape de la conservation. Oui, pour qu'elles restent plus longtemps. Voilà, de la restauration pour certaines, parce que des fois le temps fait qu'on abîme certains détails. Et on ne sait pas comment conserver. Personnellement, j'ai de très vieux livres. J'ai même 3 manuscrits qui datent d'après l'experte de la Bibliothèque nationale. Lorsqu'elle les a vus, elle m'a dit il y a beaucoup plus de 150 ans pour ce manuscrit que j'ai, donc un mushaf écrit à la main, un manuscrit. Et donc, je ne sais pas, moi je l'ai mis dans une étoffe, mais vous savez, il y a l'humidité, il faut les mettre dans une boîte. Elle m'a expliqué des choses, donc elle m'a encouragée à aller vers la Bibliothèque nationale pour demander une restauration. Nous avons aussi un atelier mardi après-midi pour les enfants. Oui, et que feront les enfants dans cet atelier? Notre première cible, c'est les amis de Chicano, c'est l'enfant. Donc il va y avoir des marionnettes qui vont raconter un peu des histoires, des contes, mais aussi il va y avoir des livres. On va leur proposer à faire de la petite restauration parce qu'on voudrait apprendre aux enfants, si ton livre est abîmé, il ne faut pas seulement le coller, mais voilà comment il faut faire avec des choses toutes simples qu'il a à la maison. Oui, qu'il a à la maison. C'est aussi créer ce lien. Oui. Si particulier entre votre livre, parce que le but de cet événement, c'est de dire que le livre d'abord c'est un patrimoine, ensuite c'est un vecteur culturel, il raconte une histoire, quel que soit le contenu du livre, et donc ce rapport qu'a l'enfant à son livre doit être un rapport privilégié. Un passeur d'informations, un passeur d'émotions, un passeur de tradition, d'histoire. Bien sûr, et c'est un lien intergénérationnel aussi. Absolument, absolument. En tout cas, on se réjouit pour l'association donc des Amis de Chicano qui a vraiment proposé cette initiative louable. C'est de quand à quand? On va d'abord préciser les dates. C'est du 10 au 15. C'est du 10 décembre au 15 décembre au Palais des Raïs, donc au Bastion 23. C'est une initiative de la coopérative des Amis de Chicano du Palais des Raïs en collaboration avec la Bibliothèque nationale, aussi le syndicat national des libraires, etc. Donc il y a quand même. Voilà, moi il y a une conférence en particulier qui m'interpelle, c'est par rapport à l'émir Abdelkader. Donc en qualité de collectionneur, c'est la première fois qu'on met en avant une telle facette. Tout à fait. L'aspect de l'émir Abdelkader, nous connaissons l'émir Abdelkader, le fondateur de la première, donc du premier État en Algérie, cet homme de guerre, ce stratège, ce chef de tribu, ce soufi aussi. Mais émir Abdelkader, collectionneur de beaucoup de manuscrits, c'était un féru de la lecture. D'abord, c'est un enfant de mère lettrée qui lui a appris très jeune à lire et à aimer le livre. Ensuite, le manuscrit. Ensuite,
celui qui a fait cette intervention hier, qui a été une magnifique intervention, donc Montasser Batroun avait parlé quand il y a eu la défaite. C'est notre ancien collègue. Oui, tout à fait. C'est formidable. Il a toujours été passionné de lecture. De lecture, de chercheur dans l'histoire, etc., surtout de l'histoire algérienne. Donc, il disait qu'à la défaite de la dernière bataille, donc la première chose qu'a fait l'armée française, c'était de prendre tous ces milliers de manuscrits, que lui, il les a poursuivis. Parce qu'il y a eu aussi l'autodafé, ils ont brûlé des manuscrits et il était là pour essayer de récupérer quelques livres. D'ailleurs, il a repris la description de Wassini al-Araj où il disait il était tellement touché de voir ses livres brûlés qu'au moment où il sortait du feu, il n'était pas conscient que ses mains brûlaient en même temps. C'est pour dire tout l'amour qu'avait ce soufi et ce grand homme d'État pour le livre. Pour le livre. En tout cas, demain, il y aura aussi la bibliothérapie en avant. Donc, on va essayer rapidement de préciser les détails de cette programmation. Et on le remercie de son intervention. Donc, il va parler de l'importance du livre dans une thérapie, dans certains cas, pour réparer les gens. Le livre apporte beaucoup de choses. Absolument. Effectivement, donc le livre, c'est beaucoup de choses, vous le dites si bien. Donc, c'est un vecteur aux facettes multiples, donc, qui joue un rôle prépondérant dans notre vie, et il est mis en valeur au Bastion 23. Donc si vous êtes intéressé par toute cette programmation, ces ateliers et ces belles qadettes, vous n'avez qu'à vous y rendre. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est tous les jours le matin, donc de 9h à l'ouverture jusqu'à 16h30, 17h, ça dépend de la fin des gens, enfin les gens les débats, etc. Et venez nombreux, parce que vous saurez un peu, peut-être qu'au détour vous trouverez un livre qui un jour vous a fait palpiter, et ça sera aussi un moment de souvenir pour vous. Et justement, parlant de pépites, il y en aura aussi mis en valeur. Ce sont des manuscrits très anciens qui seront mis en boucle dans un montage vidéo que vous découvrirez sur place. Alors, merci à tous ceux qui sont avec nous. Dans un moment, on parlera d'autres amis, cette fois-ci du musée Fanon. Ça se passe à Blida, et c'est après ceci. Notre dernier invité pour cette matinale nous vient de Blida. Il s'agit du psychiatre, docteur Miloud Yebrir. Bienvenue. Merci bien, merci pour l'invitation et bonjour aux Algériens ici ou d'ailleurs. On est ravis de vous recevoir ce matin. Quoi de mieux qu'un psychiatre pour parler d'un autre psychiatre, n'est-ce pas? Mais pas n'importe quel psychiatre. Aujourd'hui, on met en valeur Frantz Fanon, que vous mettez en valeur à votre façon, et on va en parler justement. Exactement. Un psychiatre qui a marqué l'histoire de la psychiatrie en Algérie, mais qui a marqué aussi l'histoire de l'Algérie et marqué l'histoire aussi des mouvements de révolution en Afrique ou même aux États-Unis. Absolument, donc c'était plus qu'un psychiatre, il était philosophe, homme de lettres également, et ce sont de multiples facettes qui
qui méritait d'être mise en avant, surtout que je dirais, cet homme de lettres, ce philosophe a choisi l'Algérie comme patrie, a choisi l'Algérie comme patrie après celle de ses origines. Exactement. En fait, ce qui attire le plus chez Frantz Fanon, c'est qu'il est un homme vraiment multiple. Frantz Fanon, il est homme de théâtre, il est politicien, il est psychiatre, il est écrivain de qualité. Il a vraiment un talent. Il a écrit 3 ou 4 pièces de théâtre. Et même en psychiatrie, il avait une méthode assez particulière, puisqu'il a d'ailleurs suivi des études en philosophie à Lyon. Il était le disciple, il suivit le cours de Merleau-Ponty. Il était un grand lecteur de Hegel, alors il a quand même cette démarche, pas seulement d'un psychiatre, mais d'un anthropologue, d'un politologue, d'un historien, d'un homme de lettres. Voilà. On va voir à l'instant, dans un instant, on va découvrir une photo ancienne, très ancienne. Vous allez me dire de quel lieu il s'agit justement. Voilà, juste à l'apparition de cette image. Je pense que c'est l'entrée de l'hôpital Frantz Fanon. Maintenant, c'est la direction de l'hôpital. Et le musée de Frantz Fanon, en fait, la villa, le logement de fonction que Frantz Fanon habitait entre 1953 et 1956, c'est juste à côté. On a pu récupérer la maison. Donc on voit la petite maison qui était occupée par Frantz Fanon à l'époque et que vous avez réussi à récupérer pour justement offrir un musée à Blida. Exactement. Alors la maison a été récupérée il y a plus de 3 ans et on a fait des travaux de restauration. La maison est prête pour les visiteurs. Je pense en 2023, le musée sera ouvert, mais il y aura très peu d'objets de Frantz Fanon, mais le musée aussi se veut... Il y aura l'âme de Frantz Fanon autour. Exactement. C'est encore plus important que les objets. Exactement, mais le musée il sera à l'image de Frantz Fanon, musée multiple aussi, un musée qui se veut un espace de réflexion, un espace de rencontre, de réflexion pas seulement sur la pensée de Frantz Fanon, mais aussi sur l'histoire de la psychiatrie qui est un peu particulière par rapport aux autres disciplines médicales. Et pourquoi pas penser l'histoire de la psychiatrie en Afrique, puisque les pays africains se ressemblent. Ils ont la même histoire. La psychiatrie vient avec le colonisateur, c'est une discipline quand même très jeune. C'est ça, c'est notre objectif de faire du musée de Frantz Fanon qui est unique de son genre en Afrique. Il existe un peu partout dans le monde. Voilà, vous allez lui donner une spécificité qui n'existe pas dans les autres pays africains. Donc vous allez être vraiment peut-être les premiers à parler de la psychiatrie de cette façon dans un espace qui lui est consacré et dédié. Exactement. On essaye, mais on n'a pas les moyens. On est une jeune association. L'association des amis de musée de Fanon a fait le jour il y a peut-être 6 ans ou un peu plus. Avec les 2 ans de Corona, c'était un peu difficile. Mais ce qu'on veut faire, c'est de faire un centre aussi de rayonnement, pas seulement de l'esprit de Frantz Fanon, mais aussi de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire de la psychiatrie en général. Oui. Dans cette image, on voit apparaître justement dans cette photo qu'on vient de voir, il y a la présence d'Abdelnour Zahzah parmi ce groupe de personnes qui sont à côté de cette maison. À gauche, c'est Hélène Mortafi, une personne qui a connu Frantz Fanon dans ses derniers jours à New York.
Et elle a écrit quand même dans son livre des pages très touchant de lire sur France Fanon, voilà. Voilà. Alors je pense qu'ils sont en train de tourner ici sur la photo, ils sont en train de tourner un film sur Hélène Mourtefi. Auteur du célèbre livre Alger, Capitale. Voilà, Alger Capitale de la Révolution. Oui, Capitale de la Révolution. Donc depuis France Fanon jusqu'au plan Black Panthers. Black Panthers, voilà, exactement. parce que c'est vrai qu'en 69, les Black Panthers étaient ici. Tous les révolutionnaires du monde étaient ici à l'occasion du panafricain, du festival panafricain. Exactement, mais il faut noter aussi que l'influence de Fanon, enfin c'était les damnés de la terre, c'était la Bible des Black Panthers ou d'autres mouvements de libération. Et je pense, comme il a dit le grand psychiatre algérien Mahfoud Boussebsi, Fanon, l'histoire, enfin la vie de Fanon était une quête permanente de liberté. Alors, il a défendu la France contre le nazisme, il a défendu l'Algérie contre les Français, et je pense qu'il a pu donner comment dirais-je, une dimension, une notice. Les damnés de la terre, c'est quand même quelque chose, un livre qui là où on cherche. C'est quelque part une charte humanitaire. Voilà, une charte humanitaire de liberté. Parce que Fanon, en fait, il a, si on peut dire, si on peut résumer sa vie en 2 mots, c'était le choix et la liberté. Enfin, il a toujours choisi. Il a lutté contre le racisme aussi, contre aussi cette vision coloniale qui voulait imposer vraiment des valeurs scientifiques complètement erronées par rapport à l'Algérien et au Maghrébin pour justifier quelque part les actes abjects qu'il y a eu, des actes coloniaux, cette domination de l'humain, asservissement aussi. Donc asservir comme ça un peuple en prétendant qu'il était un petit peu diminué par rapport au peuple européen. C'est quand même grave. Et il a dénoncé tout cela. Exactement. D'ailleurs, il a fait sa première révolution à l'hôpital de France Fanon, un hôpital où il y a un système raciste, un système quand même qui met les Européens dans des pavillons et les indigènes, les Algériens dans des pavillons. Le traitement n'était pas pareil. Et Fanon vient révolutionner en fait la pratique de la psychiatrie au sein de cet hôpital. Il était au Saint-Albin et il a vu la thérapie institutionnelle. Il était avant-gardiste et il est parmi les premiers psychiatres qui ont pratiqué la thérapie institutionnelle. Il a révolutionné, comme j'ai dit, la pratique de la psychiatrie en Algérie, mais il a vu que l'Algérien est doublement aliéné et il ne suffit pas la psychiatrie pour le traiter, mais il faut une révolution, il lui faut une révolution contre la colonisation, le colonisateur. Voilà. Exactement. Voilà, pour s'affirmer en tant qu'être humain, s'affirmer en tant que citoyen à part entière de cette terre. Et en parlant justement de cette terre, France Fanon a choisi d'être enterré dans cette terre du côté de Taref, Allah yarhamou. Allah yarhamou, exactement. Enfin, mais avant ça, il disait, nous les Algériens, il préférait par exemple de manger algérien plutôt que martiniquais ou français, alors qu'il était martiniquais, marié à une Française. Enfin, je pense qu'il a... Il aimait beaucoup notre couscous. Ah bah, exactement. Exactement. D'ailleurs, Hélène Mourtefi racontait que Fanon, dans les derniers jours, il préfère de manger toujours. Il a préféré de manger la cuisine algérienne que d'autres. Je pense qu'il a choisi l'Algérie
et avant même la création de l'État algérien moderne. Oui. Il est décédé en décembre, le 6 décembre 1961, quelques mois avant l'indépendance. Oui. Et en fait, Fanon nous laisse à poser plusieurs questions sur notre passé, sur ce qui est un Algérien aujourd'hui, et il peut même nous donner beaucoup de lumière sur notre avenir. En tout cas, vous mettez tous les projecteurs et la lumière sur cette personnalité à travers la création d'un musée, Ablida, un musée consacré à la personnalité de Frantz Fanon. Et vous êtes ici pour représenter justement cette association des amis du musée Frantz Fanon pour nous parler justement de ce très beau projet qui verra le jour à partir de l'année 2023. Merci infiniment pour cette participation et merci à travers vous à toute l'association et l'ensemble de ses membres. Merci à vous, merci pour l'invitation et bonne journée pour tous les spectateurs, les téléspectateurs. Merci bien sûr les spectateurs qui pourront découvrir aussi cette personnalité à travers le travail de Nourdine Zassah qu'on voyait et que vous avez aidé à la concrétisation de ce projet. Exactement. Donc autour de la personnalité de Frantz Fanon. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente et agréable journée et je vous dis à très bientôt, à jeudi, Inch'Allah, pour le meilleur de l'actualité. Dès demain, vous retrouverez Ismaël Belkaïdi et mercredi Iman Mahroug Ras à partir d'Oran. Donc merci infiniment et bye bye, à très bientôt.